La vie extraterrestre est une vaste question qui interpelle aujourd'hui la communauté scientifique. Bien que le sujet ne soit pas nouveau, les technologies actuelles offrent des performances qui tendent à répondre à la grande question: sommes-nous seuls dans l'univers? Par extraterrestre, il faut entendre toute forme de vie qui ne soit pas de nature terrestre. Lorsque Galilée, en 1609, a pour la première fois observé au télescope la planète Vénus, il a pu remarquer un nuage opaque qui reflétait la lumière du Soleil sans savoir de quoi était composé ce nuage ni ce qui se cachait en dessous. Bien que la science vise à douter de tout pour mieux cerner un objet, l'esprit humain cherche à trouver la solution la plus rationnelle. Pour le cas de Vénus, le nuage recouvrant sa surface a été interprété comme composé d'eau et par conséquent comme abritant une forme de vie. De ce fait, les gens de l'époque imaginaient des Vénusiens. Carl Sagan, grand scientifique de la deuxième partie du XXe siècle, admirateur d'une possible vie intelligente, émettait une supposition évasive concernant cette ancienne croyance. Je me demande quelquefois quelle serait la réaction des Vénusiens s'ils arrivaient un jour à s'élever dans leur dense atmosphère et à traverser l'épais rideau de nuages qui les entourent. Que diraient-ils en voyant pour la première fois ce glorieux univers de planètes et d'étoiles? Ainsi, la proximité avec cette planète prête à imaginer des scénarios les plus fous. Mars ou encore la Lune ont été la projection de fantasmes sur l'existence d'une civilisation intelligente. Des films comme Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, même s'ils sont fantaisistes par bien des aspects, témoignent de cette quête de savoir et de la curiosité d'avoir des civilisations voisines. Au fil des années et des siècles, les connaissances se complètent, voire mettent au goût du jour de nouvelles données contredisant certaines hypothèses. Aujourd'hui, nous savons que Vénus n'est pas habitée par ses conditions inhospitalières, pas plus que ses épais nuages ne sont constitués d'eau, et ce, grâce aux robots envoyés là-bas. L'étoile de Tabi est un exemple récent de nos projections fantasmées. Cette étoile a créé une forte médiatisation à partir de 2015 du fait de ses mystérieuses variations. Avec l'aide du programme Planet Hunter, données que s'approprient des astronomes de tous bords pour aider les scientifiques, Tabeta S Boyajian a découvert une variation anormale de luminosité pour cette étoile. Les chiffres sont tellement différents de la normale que la scientifique écrit un article dessus, exprimant son étonnement. Elle déclare cette phrase que le magazine The Atlantic relate dans ses pages. Les extraterrestres doivent toujours être la dernière hypothèse à considérer, mais cela ressemble à quelque chose que l'on peut attendre de la part d'une civilisation alien. C'est à partir de cette phrase que les médias ont évoqué Kik 84 62 85 2, laissant imaginer une potentielle vie extraterrestre. Sauf que cette phrase est sortie de son contexte. L'article de la scientifique met en évidence les données récoltées et tente de les analyser, mais ne dit pas que ce sont les preuves d'une vie intelligente. La médiatisation autour de cette étoile a même fait l'objet d'une spéculation sur la sphère de Dyson, c'est-à-dire une hypothétique sphère entourant l'étoile pour capter son énergie qui serait la construction d'une civilisation avancée. Des récentes études ont prouvé que ce n'était pas le cas. Cet exemple démontre ainsi que le traitement de l'information peut jouer sur nos fantasmes d'un ailleurs idéal. D'après l'anthropologue Jérôme Barco, pour qu'une vie intelligente soit possible, il faut que ces êtres aient des membres leur permettant de façonner des outils, mais également un sens de l'espace, c'est-à-dire voir, percevoir les choses. Certains artistes, à partir de données scientifiques, ont fait un portrait robot de ce à quoi pourrait ressembler cette vie intelligente. L'apparence de ces entités pourrait dépendre des conditions de leur planète. En effet, sur Terre, des insectes ou animaux ont une apparence liée aux conditions de leur habitat, comme certains poissons vivant dans les tréfonds des océans. Ils possèdent des caractéristiques qui pallient par exemple à la vue du fait de l'absence de lumière. Mais la vie extraterrestre peut aussi bien s'imaginer sous forme de bactéries et de microbes. L'apparence et l'existence d'une vie extraterrestre est donc fortement liée aux conditions de leur milieu.
Le paradoxe de Fermi pourrait se résumer ainsi. Comment se fait-il qu'avec les près de 200 milliards d'étoiles et les centaines de milliards de planètes gravitant autour, nous n'ayons pas été encore visités par des civilisations extraterrestres? Plusieurs facteurs peuvent expliquer que nous n'ayons pas encore été visités. Par exemple, nous sommes aujourd'hui en incapacité de déterminer si la vie est répandue ou non dans le cosmos et encore moins d'affirmer, si vie il y a, que ces entités soient dotées d'une intelligence. D'autre part, les distances qui nous séparent de ces hypothétiques êtres sont bien trop grandes. En effet, l'exoplanète la plus proche de nous, Proxima b, est à près de 4 années-lumière. Cependant, il nous faudrait avec nos technologies actuelles des centaines d'années pour l'atteindre. Bien que d'autres possibilités soient pensées pour réduire le temps du parcours, les voyages stellaires nous sont aujourd'hui compliqués. Cela peut expliquer l'absence de visites due à des contraintes techniques. Mais il se peut également que des civilisations avancées aient émergé bien avant que l'homme ait vu le jour. En ce sens, ces civilisations pourraient donc s'être éteintes avant notre apparition, ce qui explique que nous n'ayons pu les rencontrer. Le paradoxe de Fermi repose donc sur beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, il est impossible pour le moment de le contredire du fait du manque d'informations sur la vie extraterrestre. Le programme SETI signifie Search for Extraterrestrial Intelligence, soit l'équivalent en français de recherche d'une intelligence extraterrestre. Ce projet naît dans les années 60 et est initié par l'astronome Carl Sagan et Frank Drake qui proposent des recherches autour de l'exobiologie. Le but de ce programme est notamment de repérer des signaux provenant d'une possible vie extraterrestre, volontaire ou non. Afin de détecter ces signaux, le SETI s'emploie à écouter le ciel avec des radiotélescopes. Cette technique semble néanmoins limitée, notamment à cause des cibles aux résultats pour la plupart stériles. De plus, il est possible que nous passions à côté de messages venus d'ailleurs à cause de la trop vaste étendue du cosmos. Les résultats sont jusqu'à aujourd'hui mitigés, ce qui pousse les scientifiques à s'intéresser à la technologie laser afin d'analyser le ciel sous un angle nouveau. Mais le SETI cherche également des traces de luminosité comme la Terre vue de l'espace la nuit qui pourraient nous indiquer la présence de vie sur une autre planète. Nous avons envoyé dans l'espace, dans des sondes, des messages. L'un des plus connus est la plaque de Pioneer 10 en 1973 dont Carl Sagan et Frank Drake sont à l'initiative. Assez complexe à comprendre par ses diverses échelles et informations, elle reste l'un des messages symboliques de paix destinés à rencontrer des êtres intelligents. En 1974, est envoyé en direction de l'amas globulaire M13 le message d'Arecibo, illustrant l'endroit d'où a été envoyé le message, le corps humain, le système solaire, l'ADN, etc., etc. Les sondes Voyager 1 et 2, quant à elles, ont été accompagnées d'un vidéodisque en 1977 contenant près de 110 images et 1h30 d'enregistrement de différents sons et musiques. Ces messages démontrent la volonté de l'homme à clamer que nous existons et de montrer la richesse de notre monde à une autre civilisation. Malgré l'énorme travail que requièrent ces recherches, certains scientifiques de ce programme restent optimistes quant à la découverte de ces entités, à l'image du Dr Seth Shostak. Nous trouverons une vie dans l'espace d'ici la fin du siècle. Les prochaines années et les prochaines décennies nous donneront donc peut-être des éléments de réponse. Cette question repose sur des spéculations puisque nous n'avons rien qui prouve qu'il existe une civilisation avancée, comme il nous est impossible de prouver qu'il n'en existe pas. Stephen Hawking disait craintivement sur l'arrivée d'une civilisation venue d'ailleurs: si les extraterrestres viennent nous rendre visite, la situation sera sûrement la même que quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique. Les choses n'ont pas vraiment bien tourné pour les autochtones. Des extraterrestres aussi évolués pourraient être devenus nomades, cherchant à conquérir et à coloniser n'importe quelle planète qu'ils trouveraient sur leur chemin. Cependant, ses recherches sur la vie dans le cosmos démontrent son désir profond de répondre à la question du siècle. Notre société a imaginé comment pourrait être notre rencontre avec une autre civilisation,
et cela se remarque par exemple au cinéma. Nombreux sont les films qui confrontent les humains à des êtres venus d'un autre monde en les mettant en conflit. On peut ainsi noter La Guerre des Mondes, Alien, The Thing ou Independence Day comme image d'une incompatibilité avec nos voisins du cosmos. D'autres films comme Rencontre du troisième type, Premier Contact, Another Earth ou encore Contact prônent la paix entre deux mondes. Contact est d'ailleurs tiré du livre éponyme de Carl Sagan, ce qui n'est pas anodin. Ainsi, bien que ce ne soit que des fictions, tous ces films reflètent une forme d'appréhension d'une rencontre avec une civilisation extraterrestre. Dans la mythologie qui entoure la vie extraterrestre, la technologie avancée est mise en avant. De nombreux témoignages évoquent notamment le cas d'OVNI. Le terme scientifique pour évoquer ces objets est le PAN, qui signifie phénomène aérospatial non identifié. Ces événements sont pris au sérieux par les scientifiques et des dispositifs sont mis en place pour recueillir les témoignages afin d'établir des rapports. Ainsi, le CNES, Centre national d'études spatiales, estime que seulement 9% des témoignages relèvent vraiment de phénomènes non identifiés. A contrario, il est estimé que 19% de ces observations sont parfaitement identifiées et 38% de probablement identifiées. Les phénomènes qui ont été traités avec suffisamment de données et qui relèvent du non explicable sont donc bien réels mais restent minoritaires. Les vidéos de PAN que l'on peut trouver sur Internet sont difficiles à authentifier. En effet, la qualité de la vidéo et leur surnombre poussent à interroger leur véracité. Avec l'évolution des logiciels de retouche photo ou vidéo, il est de plus en plus complexe de différencier le vrai du faux. Cependant, des événements filmés et relatés par plusieurs témoins posent question. Les Lumières de Phénix est un des exemples les plus mystérieux. Le 13 mars 1997, des étranges lumières apparaissent et disparaissent plusieurs instants après dans le ciel de Phénix. Ces lumières semblent former une certaine symétrie et sont stationnaires. Les témoins sont nombreux et l'événement filmé. Les explications officielles peinent à convaincre. Ces étranges lumières semblent avoir refait surface en 2007 et 2008 en Arizona, où le mystère semble toujours aussi présent. Ces deux derniers événements ont été repris par des télévisions locales. Le GEPAN, qui signifie Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, rattaché au CNES, regroupe de nombreuses observations, parfois même de pilotes d'avion, que les scientifiques tentent d'élucider. Il reste néanmoins des témoignages encore sans réponse. Cependant, pour une majeure partie de ces observations, des explications concrètes, parfois simples, sont trouvées suite à des enquêtes. Ces phénomènes poussent souvent à l'interprétation. C'est pourquoi il faut être prudent sur les images que l'on nous propose sur le sujet. Aujourd'hui, nous tournons les yeux vers les exoplanètes, ces planètes en dehors de notre système solaire qui sont dans leur zone d'habitabilité. Ces astres nous laissent penser que la vie peut émerger ailleurs que sur la Terre. Nous préparons également des missions en direction d'Europe et Encelade, les lunes de Jupiter et de Saturne. Ces satellites suggèrent par leur présence de glace à leur surface et d'un probable océan en dessous une forme de vie possiblement primaire comme des microbes ou des bactéries. La présence de faibles résurgences d'eau sur Mars nous laisse imaginer un passé ressemblant aux conditions accueillantes de la Terre. La question de la vie, même microbienne, interpelle donc notamment par la proximité qui nous rapproche de la planète rouge. La vie intelligente extraterrestre reste l'une des grandes interrogations de notre époque. Peut-être ont-ils déjà existé mais nous n'étions pas encore présents sur Terre, peut-être existent-ils mais vivent trop loin de nous, ou peut-être que la vie est rare et que nous sommes les seuls êtres vivants de notre cosmos. Nous sommes au début de nos recherches dans ce domaine, seul l'avenir nous dira si nous avons trouvé écho quelque part là-haut. Comme dirait l'un des personnages dans le film Contact, l'univers est ce qu'il y a de plus grand, et si nous étions seuls, ce serait un beau gâchis d'espace.